quand Bokor refuse d'être jugé par une cour qu'il a tricotée. Qui fut le géniteur principal de la criette? D'aucuns diront que c'est l'ancien ministre Joseph Tchogbenou. Mais les plus futés et les plus avertis y verront les empreintes digitales des grosses mains de Maître Séverin Quenom, un ami fidèle voire fusionnel de l'ancien bras droit du président Patrice Talon, Olivier Bokor. Et c'est peu dire que de ne pas reconnaître qu'en cette double qualité de frère du président Talon et de celui du ministre Séverin Quenom, ce n'est pas lui qui a supervisé la constitution de toute la ressource humaine de la prestigieuse criette. Il en est quelque part le père génétique. Quoi donc de plus normal qu'il comparaisse gaillard devant cette institution qu'il a lui-même tricotée de foi. Malheureusement, devenu prévenu devant cette juridiction, c'est la queue entre les jambes que l'ami et frère du président Talon, jusqu'à une époque récente, veut fuir cette même juridiction. Il ne veut pas courir le risque d'être frappé par cette même dame sous bandeau. Et pour cause, le visage de l'audience de jugement dans la procédure à son encontre avec ses co-accusés hier, où lui et ses complices devraient en effet répondre devant la chambre de jugement statuant en matière criminelle des infractions de complot contre la sûreté de l'État, corruption d'agents publics national, faux et usage de faux. Mais à l'ouverture du procès, leurs avocats ont repris le manège classique, estimant que la composition de la Cour serait irrégulière en vertu de l'article 254 nouveau du Code de procédure pénale. Je cite, « Le tribunal de première instance statuant en matière criminelle est composé d'un président et de 4 assesseurs. » Fin de citation. Alors donc, comme vous venez de le constater, le procès n'a pas pu se poursuivre pour 2 raisons essentielles. Sinon, une raison essentielle. Nous ne pouvons pas continuer à avaliser une procédure qui manifestement ne rassure pas. Notre présence, c'est cautionner une procédure qui, finalement, ne donnera que des résultats, même si c'est de condamnation, mais de condamnation totalement contre l'équité. À quoi sert un avocat d'être présent dans une procédure pareille? Et ça, les gens ne le savent peut-être pas. La présence de l'avocat sert à valider une procédure. Nous avons compris et nous avons dit que nous ne pouvons pas valider une procédure qui se déroule en violation des choses, des règles les plus élémentaires, les plus visibles. Et ce matin, nous avons décidé de nous déconstituer. Nous avons trop souffert à la criette depuis l'instruction préparatoire. Sur toute la ligne, nous avons trop souffert. Et nous n'avons pas été considérés tout le temps comme des dignes collaborateurs de la justice, des dignes cadres de la justice. Donc, il fallait partir. Qu'est-ce que nous reprochons à la procédure? C'est la violation des textes de loi, la violation de tout ce qui est élémentaire. Et ce matin, nous avons commencé par les mêmes violations. Des textes de loi aussi clairs que ça. Bon, on ne veut pas nous suivre, nous avons dit, nous partons, et c'est tout. Il faut partir. Maintenant, la composition de la Cour, c'est ça? Il a la composition de la Cour qui est là, les textes sont là, on a tout dit, impossible, on ne veut pas nous comprendre. Il a un autre motif, que la dignité judiciaire ne permet pas de révéler grandement en public. Nous avons utilisé le mécanisme de courtoisie pour le faire comprendre. Et cependant, bon, on n'a pas été compris. Donc nous avons compris qu'il faut partir et c'est tout. Okay. Ben, il leur faut d'avocats. Comment on fait? Bah, je ne sais pas. Si on veut que nous revenions, il faut rétablir la procédure dans la régularité, dans l'équité. Nous sommes prêts à revenir, mais nous ne pouvons pas revenir pour avaliser une procédure injuste. C'est ça notre problème. Alors, que dit votre client de votre départ? Mais, qu'est-ce qu'il peut dire d'autre? Il lui-même, il voit, il constate. Il voit, il constate. Et si je ne peux pas, il a des choses qu'on ne peut pas vous dire en public ici. Parce qu'il a des choses qui participent de la dignité de la justice. On ne peut pas le dire. Ah non, ce n'est pas vrai. Il a dit qu'il pas bon. avait peur, en fait. Non, il n'a aucune peur, rien du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas bien ce qui se passe. Il a dit qu'il n'avait pas confiance, c'est ce que
que l'un... Non, ce n'est pas bien ce qui se passe. Nous sommes des hommes, il faut nous traiter en hommes dignes. Maître, est-ce que vous remettez en cause la partialité de la justice, du jugement qui est là? Non, nous ne sommes pas rassurés. Ça, il faut le dire. Nous ne sommes pas rassurés, nous n'avons jamais d'abord été rassurés. Tout le temps, on n'a jamais été rassurés. Et ce matin, nous ne sommes pas non plus rassurés. Alors, vous constatez la situation, est-ce que ce n'est pas une façon d'abandonner votre client? Non, ce n'est pas un abandon. Être là, c'est valider sa condamnation. C'est valider une condamnation injuste. Ce n'est pas abandonner, il n'a aucun abandon. Comment vous voulez, ce n'est pas possible. Comment quand l'avocat décide d'enlever sa robe et de partir, c'est qu'il a motif grave. S'il n'a pas motif grave, comment il peut enlever la robe et partir? Et tous les motifs ne peuvent pas être révélés en public. C'est ça, non, également. J'ai dit tout à l'heure qu'il a la dignité de la justice, que nous avons également l'obligation de préserver. Voilà. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire, moi. Les conditions pour votre retour. Nous disons si on revient dans l'équité, nous allons revenir. C'est tout. Maître, vos clients ont dit que les conditions de rétention étaient très difficiles. Est-ce que ce n'est pas finalement une façon de poursuivre quel que soit ce que vous dites, les conditions étaient toujours difficiles. Elles seront toujours difficiles. Voilà. Merci. Les conditions sont difficiles, elles seront toujours difficiles. Merci, voilà. Alors que la composition de jugement comportait un président et 2 juges. Sauf qu'ils se foutent tous le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Cette disposition du Code de procédure pénale de 2012, telle que modifiée le 18 mai 2018, ne s'applique pas à la criette. Oubliant qu'à cette loi générale, le législateur a substitué une loi spéciale plus récente et bien connue de tout le monde. Même des étudiants en première année de droit le savent bien. Il s'agit en effet de la loi 2020-07 du 17 février 2020 relative à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui dispose en son article 6 nouveau ceci. Je cite, « La chambre de jugement siège en formation collégiale composée d'un juge président et de 2 assesseurs. » Fin de citation. Ainsi, depuis le 17 février 2020, le nombre de magistrats devant siéger pour chaque audience correctionnelle ou criminelle à la criette a été réduit de 5 à 3. Ce que tout le monde sait, une tradition à la criette depuis bientôt 5 ans. Coincés donc devant cette dure réalité des textes, les avocats de la défense demandent une suspension pour tenter un autre joker. Entre-temps, le principal prévenu Olivier Boko chuchote dans les oreilles de son avocat qu'il connaît la juge présidente, qu'il soupçonne de connaître le président Talon, comme s'il y a au Bénin un cadre qui ne connaît pas l'actuel président. Mais comme cela n'allait pas suffire à faire naître un tsunami dans une tasse de café, il fallait que tous les avocats de la défense se déconstituent, ceci avec l'accord tacite des prévenus eux-mêmes. Toute chose qui rejoint la batterie d'agissements visant à fuir un procès, comme c'est le cas où à 2 reprises, la défense avait déféré la procédure à la censure de la Cour constitutionnelle, puis par 3 fois devant la Cour suprême. Et toujours sans succès, ces 2 juridictions ont confirmé la régularité de la procédure contre les prévenus. Mais toutes ces simagrées n'auront empêché que la procédure reprenne ce jour pour la manifestation de la vérité dont l'ancien bras droit du président Talon en a une sainte horreur.